En 2024, lors d'un prestigieux salon de la haute fidélité, une foule silencieuse se pressait autour d'une paire d'enceintes colossales. Elles mesuraient plus de 2 mètres de haut. Elles pesaient 265 kilos chacune. Leurs coffrets courbés brillaient d'une laque précieuse et leur prix d'étiquette dépassait les 200 000 euros. Sur la plaque frontale, sous un tweeter protégé par une grille, un nom brillait dans le métal. Focal Grande Utopia. C'était le summum de l'audio absolu. Le symbole d'un luxe intouchable, fabriqué en France, mais destiné au salon de l'élite mondiale à Dubaï, Tokyo ou New York. 40 ans plus tôt, ce même nom signifiait exactement l'inverse. Avant d'être un emblème du luxe international, Focal n'était qu'un composant brut. Dans les années 1980, ce nom n'évoquait pas la richesse mondaine, mais l'odeur de la sciure de bois et de la colle. C'était un simple haut-parleur vendu dans une modeste boîte en carton que les passionnés français achetaient pour assembler leurs propres enceintes le week-end, dans des garages et des ateliers amateurs. C'était un son précis, honnête, conçu pour le salon familial de la classe moyenne. Mais la véritable histoire de Focal et de JM Lab en France n'est pas celle d'une faillite ou d'une disparition soudaine. C'est l'histoire d'une mutation industrielle spectaculaire. C'est l'histoire de l'ingénierie acoustique française, de la culture des petits auditoriums de province et de la fierté du Made in France, confrontée à la consolidation financière, à la logique du luxe et à l'effacement progressif de la chaîne Hi-Fi traditionnelle. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des enceintes françaises, des marques Hi-Fi, des auditoriums et des ateliers qui ont façonné la manière dont la France a écouté la musique. Et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Saint-Étienne, en 1979. En 1979, Saint-Étienne n'était pas la capitale du luxe. C'était une ville ouvrière, un bassin industriel forgé par le charbon, l'acier, la mécanique de précision et la manufacture d'armes. C'était un lieu où l'on savait usiner le métal, tolérer des marges infimes et assembler des pièces complexes. C'est dans ce décor strict, au sein de l'atelier de mécanique de précision de son père, l'entreprise France Filière, qu'un jeune ingénieur passionné d'acoustique nommé Jacques Mahul a installé un petit établi. À cette époque, le marché français de la haute fidélité, la Hi-Fi, cette quête d'une reproduction sonore qui cherche à rester fidèle à l'enregistrement d'origine, souffrait d'une fracture. D'un côté, il y avait de grandes enceintes acoustiques, d'immenses armoires en bois, souvent de conception américaine, anglaise ou japonaise, qui exigeaient un espace considérable. De l'autre côté, les salons français et les appartements urbains devenaient de plus en plus petits. Les auditeurs français voulaient de la musique chez eux, mais ils ne voulaient plus sacrifier la moitié de leur espace vital pour obtenir des basses fréquences correctes. Parallèlement, il existait en France une culture souterraine mais vibrante. Celle de l'audio DIY, le marché du kit ou des kittistes. Des milliers de passionnés fabriquaient eux-mêmes leurs coffrets, la boîte en bois qui maintient les haut-parleurs et influence leur interaction avec l'air. Ces bricoleurs cherchaient désespérément des haut-parleurs, la partie mobile de l'enceinte qui pousse l'air pour créer le son, de très haute qualité, capable de rivaliser avec les grandes marques étrangères. Mais l'offre domestique, bien que dominée par de solides industriels historiques comme Audax ou CR, manquait parfois de cette folie d'ingénierie absolue que les audiophiles les plus exigeants, influencés par les revues techniques, réclamaient. Jacques Mahul a compris qu'il fallait résoudre ces deux problèmes. Il a donc pris une décision stratégique rare. Il a fondé deux entités simultanément. La première s'appelait Focal. Son but était brut, purement industriel. Focal ne fabriquerait que des haut-parleurs nus, des composants d'une précision mécanique redoutable, vendus à l'unité dans de simples boîtes en carton aux passionnés, aux artisans et même à d'autres fabricants d'enceintes concurrents. La seconde s'appelait JM Lab, pour Jacques Mahul Laboratoire. Son rôle était de prendre ces mêmes haut-parleurs focales et de les assembler dans des enceintes finies, élégantes, prêtes à être branchées dans un salon français. L'histoire a véritablement commencé avec une anomalie acoustique, la JM Lab DB13. La DB13 était une enceinte bibliothèque,
une enceinte de petite taille conçue pour être posée sur un meuble ou un pied. Mais elle cachait une innovation majeure. Les lettres DB signifiaient double bobine. Jacques Maheuil avait conçu un boomer, le haut-parleur conçu pour reproduire les basses fréquences comme la grosse caisse ou la basse, équipé de deux bobines mobiles indépendantes. La bobine mobile, une bobine de fil attachée à la membrane qui bouge quand le courant la traverse, et le moteur même du haut-parleur. En utilisant deux bobines sur un haut-parleur de seulement 13 cm de diamètre, Maheuil permettait à une petite boîte de descendre dans le grave avec une autorité qui défiait les lois habituelles de l'acoustique. Le lancement de la DB13 en 1980 a provoqué un choc. Avant elle, les auditeurs français acceptaient un compromis. Petite taille égale petit son. La DB13 a brisé cet accord. Vendue à l'époque autour de 1500 francs la paire, un investissement sérieux mais accessible pour un jeune foyer français, représentant une fraction du prix des monstres importés, les premiers modèles étaient assemblés à la main par Maheuil et seulement 2 ouvriers dans un coin de l'usine familiale stéphanoise. Le réseau de distribution a commencé de manière modeste. Les premiers revendeurs hi-fi de la région Rhône-Alpes, habitués aux grandes colonnes, branchaient cette petite boîte presque par politesse, puis ils écoutaient. Le grave était là. La scène sonore, la largeur, la profondeur et le placement imaginaire des musiciens créés par un système stéréo étaient immenses, dépassant largement les limites physiques des coffrets. La presse spécialisée française a rapidement remarqué l'artisan de Saint-Étienne. Les revues comme la Nouvelle Revue du Son ou l'Audiophile ont commencé à tester et à louer ces transducteurs étranges. Lors du célèbre Festival du Son à Paris, dans les allées bondées du Palais des Congrès, les professionnels s'arrêtaient pour comprendre comment un si petit volume pouvait produire une telle assise. En quelques années, le nom de JM Lab s'est installé sur les étagères des petits auditoriums de province. Parallèlement, le catalogue de composants focales circulait de main en main dans les ateliers des kittistes. Un père de famille pouvait acheter une paire de JM Lab finie chez son revendeur local, tandis que son fils achetait un tweeter focal nu pour l'intégrer dans une caisse en bois construite dans le garage familial. La France avait trouvé son artisan du son. L'usine de Saint-Étienne ne fabriquait pas encore de luxe. Elle fabriquait de l'honnêteté acoustique. Le son n'appartenait pas encore aux milliardaires mondialisés. Il appartenait à la pièce française qui l'accueillait, à la menuiserie modeste et aux revendeurs de quartier qui croyaient en ce qu'ils vendaient. Mais pour que ce petit laboratoire devienne un empire, il ne suffisait pas d'une bonne idée sur les basses fréquences. Il fallait inventer un matériau, une forme, une signature visuelle et technique que le monde entier reconnaîtrait au premier regard. Il fallait dompter les hautes fréquences. Pour survivre dans le marché impitoyable de la haute fidélité des années 1980 et 1990, une marque d'enceinte ne pouvait pas se contenter d'un grave profond et généreux. Le véritable champ de bataille industriel et acoustique se trouvait dans les hautes fréquences. C'est dans ce registre précis que l'oreille humaine perçoit l'espace de la pièce d'enregistrement, l'air autour des instruments, la réverbération naturelle d'une salle de concert et les détails infimes du souffle d'une voix. Focal a rapidement compris que pour dominer le salon français, il fallait tout réinventer par le haut, à commencer par la pièce maîtresse, le tweeter. Le tweeter, un petit haut-parleur conçu pour reproduire les hautes fréquences comme les cymbales, les cordes et les détails de la voix, était traditionnellement fabriqué par l'industrie mondiale sous la forme d'un dôme convexe, bombé vers l'avant, pointant vers l'auditeur. Les ingénieurs de Saint-Étienne ont pris ce paradigme acoustique et l'ont littéralement retourné. Ils ont inventé, perfectionné et imposé le tweeter à dôme inversé. Au lieu de pointer vers l'avant, le dôme de Focal s'incurvait vers l'intérieur du coffret, prenant la forme d'une petite coupe rigide. Ce renversement géométrique n'était pas une simple coquetterie de design pour se démarquer dans les catalogues. En mécanique vibratoire, cette forme concave permettait de fixer la bobine mobile, non pas sur l'extrême bord extérieur du dôme, mais beaucoup plus près de son centre de masse. Le résultat physique était mesurable et audible immédiatement. La membrane devenait drastiquement plus rigide, la transmission de l'énergie électrique était accélérée, la distorsion s'effondrait et surtout, la dispersion spatiale du son s'élargissait considérablement.
L'auditeur n'avait plus besoin de rester cloué de manière rigide au centre exact de son canapé pour percevoir une image stéréo précise. Le son remplissait la pièce française avec une clarté redoutable. Mais l'obsession stéphanoise de la maîtrise absolue ne s'est pas arrêtée à l'aigu. Pour qu'une enceinte soit complète, le moteur intérieur devait devenir de plus en plus léger et nerveux pour répondre aux dynamiques fulgurantes des nouveaux disques compacts numériques. La marque s'est lancée dans une quête acharnée de la chimie des matériaux pour ses membranes de médium. Un haut-parleur conçu pour reproduire les fréquences centrales, là où vivent la plupart des voix et des instruments. D'abord, les ateliers ont conçu le polyglace. Les ingénieurs ont pris une membrane classique en pulpe de cellulose, mondialement reconnue pour son amortissement naturel, et y ont déposé un revêtement complexe composé de minuscules microbilles de verre fondu. C'était l'alliance intime de deux mondes opposés, la chaleur musicale et organique du papier, mariée à la rigidité clinique et inébranlable du verre. Ensuite est devenue l'icône absolue, la signature visuelle qui a défini la marque pendant des décennies. La membrane en Kevlar, ce tissu de fibres d'aramide, habituellement réservé à l'aérospatial ou au gilet pare-balles, offrait un rapport poids-rigidité exceptionnel. Teinté d'un jaune éclatant, scellé par des résines ultra-légères, ces membranes attiraient l'œil à travers les grilles en tissu noir des enceintes. Dans les salons, une enceinte JM-Lab devenait instantanément reconnaissable, même éteinte. Ce jaune vif n'était pas seulement un choix cosmétique, c'était un avertissement visuel de la vitesse et de la dynamique physique qui allait en suivre dès que l'amplificateur serait allumé. C'est sur ces choix matériels que Focal a creusé ses profondes douves, érigeant un véritable rempart technologique contre la concurrence. À une époque où de nombreuses marques européennes commençaient à céder à la tentation de sous-traiter la fabrication de leurs composants à bas coût en Asie, l'usine de la Talaudière investissait massivement dans l'outillage lourd, mouler du polyglace, tresser du Kevlar, cuire des résines et emboutir du titane ou du thioxyde exigeait une maîtrise chimique, thermique et mécanique que les usines sous-traitantes ne pouvaient, n'est-ce pas, encore reproduire. Les concurrents étrangers pouvaient copier les dimensions d'un coffret en bois, mais ils ne pouvaient pas copier la recette secrète de la membrane. L'indépendance de production française était féroce. Focal concevait et usinait l'aimant, la partie magnétique qui permet à la bobine mobile de déplacer la membrane, le châssis en métal coulé, la suspension périphérique et le filtre, un réseau électrique qui envoie le grave, le médium et l'aigu vers les haut-parleurs capables de les reproduire. Cette démonstration de force technologique a violemment ouvert les portes des plus prestigieux auditoriums hi-fi de France. Les revendeurs hi-fi historiques, de l'espace Moustier à Marseille aux immenses temples de la hi-fi de l'avenue Parmentier à Paris, ont commencé à aligner les massives colonnes JM-Lab des séries spectrales, Vega ou Electra. Vendues entre 5 000 et 15 000 francs, la paire dans les années 1990, un investissement majeur, souvent équivalent à plusieurs mois de salaire pour un foyer, elles offraient une alternative électrisante. Face à la politesse chaleureuse mais parfois lente des enceintes britanniques, le son français de Focal imposait une rapidité, une articulation et une aération qui fascinaient les acheteurs. La presse spécialisée française a sacralisé cette percée industrielle. Les influents bancs d'essais des magazines Diapason et Haute Fidélité décernaient régulièrement leur récompense suprême aux nouvelles créations stéphanoises. La mythique Nouvelle Revue du Son décortiquait les mesures de rendement, le niveau sonore produit par une enceinte pour une quantité donnée de puissance électrique, prouvant que l'ingénierie interne permettait d'obtenir un son d'une ampleur colossale sans exiger des amplificateurs hors de prix. Simultanément, 5 institutions et communautés distinctes ont validé cette suprématie acoustique. Les kittistes, la communauté des passionnés du fer à souder, continuaient de s'approvisionner frénétiquement en haut-parleurs jaunes auprès d'enseignes parisiennes célèbres comme la Maison du Haut-Parleur. Les puristes de la hi-fi abandonnaient leurs systèmes étrangers pour la clarté nationale. Les petits studios d'enregistrement français commençaient à adopter ces modèles précis pour vérifier l'exactitude de leur mixage. Les démonstrateurs des grands magasins Fnac utilisaient l'impact visuel et sonore des dômes inversés pour impressionner le grand public.
Et les salons familiaux bourgeois intégraient avec fierté ces imposantes menuiseries plaquées de bois véritables. L'acheteur français d'une enceinte JM Lab savait exactement ce qu'il finançait. Il payait pour l'usine stéphanoise, pour l'indépendance technologique, pour la membrane jaune vibrante et pour ce dôme métallique creusé qui défiait les normes. Le contrat de confiance était total, matériel et vérifiable. Le badge sur la grille n'était pas une décoration, c'était une promesse sonore. Au milieu des années 1990 et au début des années 2000, le petit laboratoire de mécanique de précision de Saint-Étienne n'était plus une expérience audacieuse. Il s'était métamorphosé en un empire industriel redoutable, un rouleau compresseur acoustique qui dominait la haute fidélité française. C'était l'apogée d'un modèle économique et d'une culture d'écoute où la chaîne hi-fi, l'ensemble comprenant un amplificateur, un préamplificateur, un lecteur CD ou une platine vinyle reliée à deux massives enceintes acoustiques, trônait encore fièrement au centre du salon familial, agissant comme le cœur culturel de la maison. L'usine historique et les nouvelles chaînes de montage ultramodernes de la Talaudière, en périphérie de Saint-Étienne, tournaient à un rythme effréné. Des centaines d'ouvriers, d'ingénieurs et de techniciens s'activaient quotidiennement pour emboutir le métal, tresser le Kevlar, coller les suspensions en mousse et tester des milliers de dômes inversés. À son sommet industriel de l'époque, l'entreprise était capable de produire plus de 1000 haut-parleurs par jour. Une cadence vertigineuse qui ne sacrifiait pourtant jamais la précision méticuleuse des origines. La stratégie commerciale était claire: occuper chaque mètre carré de l'espace acoustique français. Pour le grand public exigeant, la marque avait lancé la célèbre gamme Chorus, des enceintes abordables qui offraient l'illusion et la clarté du très haut de gamme sans ruiner un foyer. Pour l'audiophile averti possédant un amplificateur robuste, la série Electra apportait des technologies de pointe directement héritées des laboratoires de recherche, intégrées dans des coffrets massifs. La fabrication de ces coffrets n'était d'ailleurs pas laissée au hasard. La menuiserie, essentielle pour éviter la distorsion, une modification indésirable du son ajoutée par l'enceinte elle-même lorsque ses parois vibrent, exigeait un savoir-faire industriel lourd. Focal s'est appuyé sur une ébénisterie spécialisée située en Bourgogne, à Bourbon-Lancy, pour usiner des panneaux de fibres de bois de très haute densité, appliquer des plaquages en merisier véritable et vernir les surfaces avec une précision d'artisan. Pour écouler ces volumes massifs, le réseau de revendeurs hi-fi fonctionnait à plein régime, maillant l'intégralité du territoire. Dans les allées bruyantes et surchauffées des grands magasins parisiens, discount comme Cobra et Magma, situés près de l'avenue Parmentier, les cartons estampillés de la marque s'empilaient littéralement jusqu'au plafond. En province, dans les auditoriums spécialisés et intimes, les démonstrateurs utilisaient les enceintes stéphanoises comme maître étalon absolu pour juger de la qualité d'un amplificateur japonais ou britannique. Même les grandes enseignes culturelles comme la Fnac dédiaient d'immenses espaces à l'écoute religieuse de ces colonnes françaises, tandis que les premiers forums numériques balbutiants, comme Home Cinéma FR, qu'on disséquait chaque lancement de produit avec passion, et l'Empire ne s'arrêtait plus au mur de la maison, l'entreprise avait infiltré un autre espace d'écoute intime et complexe, l'habitacle de la voiture. La division Focal Car Audio produisait des kits de haut-parleurs surpuissants, permettant aux passionnés de remplacer le son terne installé par les constructeurs automobiles. Les véhicules équipés de membranes jaunes en Kevlar remportaient systématiquement les championnats du monde de qualité sonore IASCA aux États-Unis. La France prouvait qu'elle pouvait écraser les géants américains et japonais sur leur propre terrain. L'acoustique embarquée. Face à cette expansion globale, la schizophrénie du nom originel, JM Lab pour l'enceinte finie en bois, Focal pour le composant brut en métal, devenait un frein à l'exportation. Le public achetait des enceintes JM Lab, mais vénérait la technologie Focal. Lentement, la marque a fusionné son identité, devenant temporairement Focal JM Lab, avant de conserver uniquement le nom de Focal. Un seul nom, une seule usine, une seule puissance industrielle. C'était une domination totale du marché domestique.
Mais pour Jacques Mahol et ses ingénieurs stéphanois, inonder les salons de la classe moyenne et remplir les catalogues ne suffisait pas. Pour inscrire le nom de Focal dans l'éternité de la haute fidélité mondiale, il fallait prouver que l'ingénierie française n'avait aucune limite physique, financière ou acoustique. Il fallait concevoir l'impossible. En 1995, le monde de la haute fidélité d'extrême prestige, qu'on appelait le high-end, était un club très fermé. Les rois incontestés de ce domaine ultra-luxueux étaient américains avec des marques comme Wilson Audio ou britanniques avec B&W. La France était respectée pour ses excellentes enceintes domestiques, fiables et dynamiques, mais elle n'avait pas encore posé sur la table une création absolue, un objet démesuré, conçu sans aucune limite de coût, de matériaux ou de taille. Jacques Maheu a réuni ses ingénieurs avec une directive simple, presque effrontée: construire la meilleure enceinte du monde. Le budget de recherche était illimité, les contraintes d'encombrement n'existaient plus. Le cahier des charges tenait en une obsession la perfection de la phase et l'absence totale de distorsion. Le résultat a été dévoilé sous un nom qui ne cachait pas son ambition: la Grande Utopia. C'était un choc physique. La première génération de la Grande Utopia mesurait plus d'1,60 m de haut et pesait 170 kg l'unité. Elle ne ressemblait à rien de ce qui existait dans les catalogues habituels des revendeurs français. Plutôt que d'enfermer tous les haut-parleurs dans une seule caisse en bois monolithique, les ingénieurs stéphanois ont fracturé le coffret. L'enceinte était divisée en plusieurs blocs distincts, lourds et indépendants, empilés les uns sur les autres et articulés autour d'un axe central. Cette architecture complexe, baptisée Focus Time, permettait de courber l'enceinte vers l'auditeur comme une colonne vertébrale humaine. Ce réglage mécanique minutieux garantissait que le son de chaque registre atteigne l'oreille de l'auditeur exactement à la même milliseconde. L'image stéréo devenait holographique. La scène sonore cessait d'être une simple reproduction pour devenir une présence physique écrasante dans la pièce. Pour motoriser ce géant, Focal a introduit une nouvelle chimie, la membrane Burrow. Il s'agissait d'un cône composite en sandwich, emprisonnant une mousse structurelle ultra légère d'origine aéronautique entre deux fines feuilles de fibre de verre tissées. Dans le bloc inférieur, un boomer colossal de 38 cm respirait avec une force tectonique. L'apparition de la Grande Utopia dans les prestigieux auditoriums de la capitale, comme chez Présence Audio Conseil à Paris, a figé l'industrie. Les revues spécialisées comme Haute Fidélité lui ont consacré des dizaines de pages, mesurant une réponse en fréquence, la manière dont une enceinte reproduit le grave, le médium et l'aigu de façon équilibrée, qui redéfinissait les standards européens de l'acoustique. Vendue à des centaines de milliers de francs, la Grande Utopia n'était pas un produit de masse destiné au salon familial typique. C'était une Formule 1 acoustique. Son rôle n'était pas de générer le plus gros volume de vente immédiat, mais de prouver une domination absolue. Des audiophiles de tout le pays faisaient là le pèlerinage dans les rares auditoriums capables de l'alimenter avec les énormes amplificateurs nécessaires, exigeant de s'asseoir dans le fauteuil d'écoute, au centre de la pièce, juste pour entendre les détails insoupçonnés d'un disque de jazz qu'ils croyaient pourtant connaître par cœur. Au début des années 2000, cette quête de l'absolu s'est encore accélérée avec la génération suivante, la gamme Utopia B. Focal a pris le risque d'introduire le tweeter à dôme inversé en beryllium pur. L'usine de la Talaudière a dû construire une salle blanche, pressurisée et hautement sécurisée, pour manipuler et emboutir ce métal toxique, d'une rareté extrême, plus cher que l'or, mais infiniment plus léger et rigide que le titane ou l'aluminium. À cet instant précis, l'ampleur de Focal sur le sol français était vertigineuse. L'entreprise stéphanoise avait réussi le miracle industriel d'être absolument tout pour absolument tout le monde. C'était le composant nu commandé par l'étudiant bricoleur pour son projet de fin d'études. C'était la petite enceinte DB13 d'occasion, encore précieusement échangée entre passionnés. C'était la colonne Chorus achetée par un jeune couple dans une Fnac de banlieue. C'était la lourde enceinte Electra plaquée merisier trônant dans le salon d'un avocat de province. C'était le système embarqué hurlant dans une voiture de compétition. Et c'était la Grande Utopia en laque brillante,
dominant les immenses salons des millionnaires à travers le monde. La France avait construit un écosystème audio complet et infranchissable. La pièce ne se souciait pas du catalogue. Le disque ne se souciait pas du prix. L'enceinte disparaissait dans la musique parce que les ingénieurs avaient calculé chaque gramme de résine, chaque courbe de bois et chaque spire de cuivre. Tout semblait immuable. Les usines tournaient à pleine capacité. Les auditoriums de quartier étaient florissants. Le son français régnait, mais un empire qui s'étend à l'infini devient vulnérable aux tempêtes invisibles. Et hors des murs de Saint-Étienne, la culture même de l'écoute s'apprêtait à basculer. L'effondrement de l'âge d'or de la haute fidélité française ne s'est pas produit à cause d'une erreur d'ingénierie stéphanoise. Les tweeters à dôme inversé fonctionnaient parfaitement. Les membranes en polyglace n'avaient rien perdu de leur nervosité. La chute n'est pas venue de l'intérieur de l'usine, mais de l'intérieur du salon français. À l'aube des années 2000, la première grande force de rupture a frappé la mutation technologique, commerciale et culturelle de l'écoute. Pendant des décennies, le sanctuaire du son français reposait sur la stéréo, deux enceintes de bois, un amplificateur central, un auditeur attentif. Mais l'arrivée du DVD a déplacé le centre de gravité culturelle. La musique a cédé sa place à l'image. L'attention s'est tournée vers le home cinéma, un système reproduisant le son multicanal des films grâce à un amplificateur dédié, 5 enceintes réparties dans la pièce et un caisson de basse, une enceinte conçue pour reproduire les très basses fréquences. Au début, Focal a brillamment embrassé cette vague. L'entreprise a miniaturisé son savoir-faire, créant d'immenses succès commerciaux comme le pack d'enceintes compactes SIB et Cub. L'usine produisait des milliers de ces petites coques arrondies pour inonder les salons modernes, mais cette victoire cachait un piège structurel. En habituant le public français à des formats de plus en plus discrets, le marché de l'audio a signé l'arrêt de mort de la grande colonne en bois. Puis, l'écran plat est devenu de plus en plus grand, et l'espace disponible autour du téléviseur s'est rétréci. Le public a réclamé encore plus de commodité. Le home cinéma à 5 enceintes, avec ses mètres de câbles de cuivre traversant le salon, a été violemment remplacé par la barre de son, un système long et étroit placé sous un téléviseur pour remplacer plusieurs enceintes de home cinéma en une seule pièce. Le son suffisant de la télévision moderne prenait le pas sur la fidélité absolue. Simultanément, la manière d'écouter la musique a subi une transformation foudroyante. Le disque compact a cédé sa place au fichier MP3, puis au streaming, la diffusion de musique par réseau. L'amplificateur lourd, les câbles épais et le meuble hi-fi dédié ont été balayés par l'enceinte connectée. Une enceinte amplifiée qui reçoit la musique par réseau, Wi-Fi, Bluetooth ou streaming. Le besoin d'une installation hi-fi séparée s'est évaporé. L'auditeur ne s'asseyait plus entre deux enceintes JML Lab pour écouter un album. Il connectait son smartphone à un objet en plastique discret posé sur le comptoir de la cuisine. Face à ce bouleversement technologique, une deuxième force destructrice s'est abattue sur l'écosystème. L'effondrement du réseau des revendeurs hi-fi, des auditoriums spécialisés et la pression impitoyable du prix en ligne. Historiquement, une paire d'enceintes focales se vendait parce qu'elle était écoutée. Dans les rues de Lyon, de Bordeaux ou de Paris, l'acheteur entrait dans un petit auditorium, s'asseyait, fermait les yeux et laissait le revendeur basculer l'amplificateur d'une marque anglaise vers la dynamique stéphanoise. La différence était physique. La décision d'achat se faisait sur une vérité acoustique, mais le commerce a migré sur Internet. L'auditorium de quartier a fermé, le revendeur local a mis la clé sous la porte, le client s'est mis à acheter son matériel audio sur de vastes plateformes de commerce électronique, se fiant à des algorithmes, des avis d'utilisateurs et des fiches techniques plutôt qu'à l'acoustique de la pièce. La manière dont les murs, le sol, le plafond et les meubles transforment le son après sa sortie de l'enceinte. En ligne, le tweeter en beryllium et la membrane en Kevlar n'étaient plus des chocs physiques que l'on ressentait au creux du ventre. Ils devenaient de simples arguments textuels sur une page web, noyés au milieu des offres d'enceintes Bluetooth importées d'Asie, vendues à une fraction du prix. Sur Internet, la loi du moins-disant tarifaire détruisait l'avantage qualitatif de l'ingénierie de Saint-Étienne. Le marché a cessé de récompenser l'image stéréo parfaite
pour couronner la livraison gratuite en 24 heures. La disparition progressive des kittistes a marqué la fin silencieuse d'une époque fondatrice. Dans les années 1980 et 1990, le catalogue de composants Focal était une bible technique. Les amateurs achetaient des bobines mobiles et des suspensions en mousse, l'anneau flexible autour du cône d'un boomer qui lui permet d'avancer et de reculer, pour construire leurs propres rêves acoustiques. Ce marché de niche, qui avait pourtant forgé l'âme technique de la marque, n'était plus rentable à l'ère de l'immédiateté. La maison du haut-parleur vendait de moins en moins de transducteurs jaunes. L'amateur n'avait plus le temps, ni l'espace, ni l'envie de construire une caisse en bois, alors qu'une petite enceinte sans fil faisait le travail en quelques secondes. Focal a fini par arrêter discrètement la vente de ses haut-parleurs nus au grand public. Le lien direct, presque intime, entre le concepteur stéphanois et l'artisan du dimanche a été définitivement coupé. Focal, avec sa lourde structure de fabrication en France, se retrouvait pris en étau. Son cœur de marché historique, la hi-fi de milieu de gamme pour la bourgeoisie de province, fondait à une vitesse alarmante. Les jeunes générations françaises ne voulaient plus de coffrets en merisier. L'auditorium s'est vidé, le fer à souder s'est refroidi, la chaîne hi-fi de la classe moyenne s'est éteinte. Pour ne pas disparaître avec ses propres revendeurs, l'entreprise stéphanoise devait faire un choix drastique. L'usine de la Talaudière a dû abandonner la rue pour conquérir la stratosphère. Pour survivre à la disparition programmée de la chaîne hi-fi traditionnelle, l'entreprise stéphanoise a dû affronter une troisième force impitoyable, l'écrasante réalité des coûts de fabrication, des composants et de la main-d'œuvre française. Fabriquer une enceinte acoustique sur le sol national coûtait de plus en plus cher. L'usinage du métal, l'assemblage manuel des dômes, l'application minutieuse du plaquage, une fine couche de bois décoratif appliquée sur l'extérieur d'un coffret, tout cela exigeait des salaires français, des charges sociales et des normes environnementales strictes. Face à une concurrence asiatique capable de livrer des conteneurs entiers d'enceintes acceptables pour une fraction du prix, le modèle économique du milieu de gamme stéphanois s'effondrait. L'équation industrielle était brutale. Il était devenu impossible de fabriquer une enceinte bon marché à la Talaudière et de dégager une marge suffisante pour faire vivre l'usine. La seule issue stratégique était la montée en gamme extrême. Puisque le volume de vente baissait, il fallait que la valeur de chaque objet vendu explose. Focal a cessé de se battre contre les barres de son importeur. La marque a consciemment choisi de quitter le champ de bataille du quotidien pour entrer dans l'arène mondiale de l'hyperluxe. Mais pour accomplir cette mutation, une entreprise familiale, même brillante, ne pouvait pas rester isolée. La quatrième force s'est alors déclenchée, la consolidation financière. En 2011, une annonce a secoué le petit monde de la haute fidélité européenne. Focal, le champion français de l'acoustique, a fusionné avec Naim Audio, le joyau britannique de l'amplification haut de gamme. De cette alliance est né le Vervent Audio Group. Ce n'était plus le petit atelier de mécanique de précision de Jacques Maheuil. C'était désormais une holding internationale. Le capital de l'entreprise a commencé à changer de main. Les fonds d'investissement privés, Naxicap, puis Aquila, puis Alpha Private Equity, ont pris le contrôle de la destinée de la marque. Le badge stéphanois est devenu un actif financier au sein d'un portefeuille de luxe. Sous cette nouvelle impulsion, la définition même de ce qu'était un produit Focal s'est métamorphosée. Les ingénieurs ont appliqué le mythique tweeter en beryllium à un nouveau territoire, le casque audio. En 2016, le lancement du casque Utopia, vendu à près de 4 000 €, a marqué un point de non-retour. Focal ne vendait plus seulement des enceintes pour le salon. L'entreprise vendait un bijou technologique personnel, un accessoire de mode pour voyageurs en première classe et audiophiles fortunés. Plus tard, avec le modèle sans fil Bâtisse, la marque s'est attaquée au cadre supérieur cherchant la suppression de bruit dans les avions. L'usine de Saint-Étienne a été sauvée. Le chiffre d'affaires a continué de croître de manière spectaculaire, mais l'âme de la marque, son lien organique avec la société française, a subi une profonde dilution. Focal était devenu une marque lifestyle. Ses produits étaient désormais mis en scène dans des boutiques d'aéroports prestigieuses, dans les vitrines des quartiers chics des grandes capitales mondiales,
ou intégrés sur mesure dans l'habitacle de hypercars françaises comme Alpine ou de concept cars spectaculaires. Le contraste avec les origines était abyssal. Le passionné français des années 1980, qui économisait pendant des mois pour s'offrir une modeste paire de DB13 ou qui achetait un tweeter nu pour le visser lui-même dans une caisse en bois, ne pouvait plus suivre cette trajectoire financière. La marque qu'il avait aidé à construire par sa fidélité et son enthousiasme était devenue intouchable, appartenant désormais à une clientèle mondiale de milliardaires et de collectionneurs de luxe. Le nom Focal n'a pas disparu. L'usine n'a pas fermé ses portes. La tragédie n'est pas celle d'une faillite. C'est la tragédie d'un éloignement. Pour que l'entreprise survive, le produit a dû trahir son public d'origine. L'enceinte populaire est morte pour que l'objet de luxe puisse vivre. La mutation est totale. Le fer à souder a disparu. Le kittiste a été oublié. L'usine a sauvé son nom. Le prix s'est envolé. Le badge appartient au fond. L'auditorium de quartier a fermé. Le marché mondial a gagné. Le salon français a changé. La chaîne Hi-Fi s'est tue. Aujourd'hui, l'empire stéphanois n'est pas une ruine industrielle. Contrairement à tant d'autres noms glorieux de la haute fidélité française qui ont sombré dans l'oubli, été liquidés ou dont les usines ont été démantelées, Focal a triomphé. Le groupe Vervent Audio, porté par ses actionnaires successifs et son alliance stratégique avec Naïm, affiche des chiffres d'affaires colossaux. La marque est devenue l'un des très rares véritables géants mondiaux de l'acoustique. Elle équipe des studios d'enregistrement professionnels à travers le monde. Elle sonorise les habitacles des hypercars françaises et des SUV de luxe internationaux. Et elle vend des casques audio haut de gamme qui s'arrachent dans les boutiques d'aéroports de Hong Kong à Los Angeles. La stratégie de la montée en gamme a fonctionné à la perfection. Le nom a non seulement survécu, mais il a conquis la planète. Mais dans cette victoire commerciale éclatante, un esprit silencieux s'est éteint. Le nom JM Lab, qui ornait autrefois fièrement les coffrets en bois plaqués de merisier dans les salons bourgeois, a été progressivement effacé de l'histoire officielle, relégué aux archives d'une époque jugée trop provinciale. L'enceinte n'est plus ce meuble fédérateur, cet objet domestique accessible autour duquel la famille française se réunissait pour écouter un disque compact le dimanche après-midi. Le lien charnel et populaire avec le peuple de l'audio domestique s'est distendu pour laisser place à l'expérience solitaire du luxe. Pourtant, la mémoire de cette époque fondatrice refuse de disparaître. Loin des salons d'exposition internationaux feutrés et des vitrines étincelantes, une communauté acharnée de passionnés, de collectionneurs et de nostalgiques préserve jalousement l'héritage originel de Saint-Étienne. Sur les pages du site Le Bon Coin, sur eBay et dans les profondeurs des forums spécialisés comme Home Cinema-FR, Com, un marché parallèle, tenace et vibrant, continue de faire circuler les gloires du passé. On s'échange des paires de DB13 précieusement conservées. On traque les anciennes colonnes spectrales, les massives Electra des années 90, ou les modestes séries Chorus qui ont initié toute une génération à la stéréo. Dans de petits ateliers de réparation de province ou des garages aménagés, des artisans et des amateurs pratiquent le recapage, le remplacement des vieux condensateurs d'un filtre pour restaurer ou stabiliser les performances électriques originelles de l'enceinte. Ils effectuent minutieusement le remembranage, le remplacement d'une suspension en mousse détériorée sur un haut-parleur de grave pour lui redonner sa souplesse et son débattement d'origine. Les anciens kittistes, ces vétérans du fer à souder, continuent de chérir précieusement les vieux catalogues de composants Focal. Ces fascicules techniques, où chaque courbe de réponse en fréquence était imprimée en noir et blanc, témoignent d'une époque où l'ingénieur parlait directement à l'amateur, d'égal à égal, en partageant les secrets de la bobine mobile et de l'aimant massif. Si ces vieux objets en bois suscitent encore un tel dévouement, ce n'est pas par simple fétichisme du vintage. C'est parce que ces premières enceintes racontent une vérité acoustique palpable. L'amateur qui restaure un ancien haut-parleur stéphanois ne cherche pas un statut social. Il cherche l'honnêteté d'un son net, rapide, aéré et dynamique. Il sait que la matière usinée en France dans les années 80 possédait déjà une intégrité absolue.
Ces vieilles boîtes en bois rappellent à la France qu'il fut un temps où la très haute fidélité n'était pas réservée à une caste d'ultra-riches, mais constituait une promesse démocratique de qualité, un luxe accessible que l'on s'offrait pour une vie entière d'écoute. Sur le site historique de la Talaudière, la géographie industrielle reflète cette immense transformation. L'usine bourdonne toujours d'activité, prouvant avec force que le Made in France peut survivre et même dominer dans une économie globalisée. Mais les blouses blanches ont remplacé les bleus de travail couverts de sciure. Dans des salles blanches sous atmosphère strictement contrôlée, des techniciens manipulent le beryllium toxique avec une précision chirurgicale, façonnant les dômes inversés destinés aux casques Utopia ou aux monstres laqués de 200 kilos. L'atelier de mécanique de précision du père de Jacques Maheuil semble bien loin, enfoui sous les strates successives de la modernité technologique, du capital investissement et du marketing mondial. Et pourtant, l'ironie vibrante de cette trajectoire vertigineuse se cache dans la physique pure. La surprise fondamentale de l'histoire de Focal, c'est que la grande utopia contemporaine, cet objet inatteignable recouvert d'or blanc ou de lac noir qui trône dans les penthouses climatisés des milliardaires, repose exactement sur les mêmes fondations acoustiques que le kit en bois assemblé par l'étudiant Fauché des années 80. Le propriétaire fortuné qui écoute son système à plusieurs centaines de milliers d'euros vibre, sans le savoir, au rythme exact du dôme inversé et de la philosophie de la membrane inventée dans un modeste atelier du bassin houillé stéphanois. La forme a changé, le prix a explosé, la cible commerciale a muté, mais l'ADN mécanique et l'obsession de la clarté sont restés obstinément les mêmes. L'histoire de Focal et de JM Lab n'est donc pas une tragédie de la disparition, mais la chronique d'un changement de paradigme. Elle illustre parfaitement comment la musique est passée d'une expérience collective, partagée autour de deux grands coffrets dans un salon familial, à une consommation purement individuelle, isolée sous les coussinets de cuir d'un casque luxueux, ou noyée dans le son diffus d'une barre de son posée sous un écran plat. L'entreprise a survécu en s'adaptant brillamment aux forces d'un marché mondial qui réclamait du luxe ostentatoire, de la mobilité ou de la commodité invisible. Mais au cours de cette ascension vertigineuse vers les sommets financiers, la France a perdu une certaine idée de la chaîne hi-fi, cette présence massive, honnête, technique et chaleureuse qui rythmait autrefois la vie domestique. Aujourd'hui, l'écho de cette époque originelle ne se trouve plus dans les luxueux salons d'exposition internationaux, ni dans les bilans financiers des fonds d'investissement. Il réside dans l'ombre, à l'abri du temps. Quelque part, dans la pénombre d'un vieux salon de province tapissé de vinyle, posé sur un pied métallique patiné par les années, une modeste paire de JM Lab DB13 à la menuiserie imparfaite affiche encore fièrement sa membrane en Kevlar jaune à travers la grille, silencieuse, attendant un amplificateur, un disque et une dernière écoute. À très bientôt pour la prochaine histoire.